Début ce jeudi des tests nationaux de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Le go a été donné par le ministre de l'EPST Tony Mwaba à Goma dans la province du Nord Kivu. Décès de l'étudiant congolais Joël Shindani en Inde, l'ambassadeur indien en RDC annonce l'ouverture d'une enquête quant à ce. En attendant le résultat des enquêtes, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila, appelle les Kinois au calme. En Iran, c'est aujourd'hui qu'Ebrahim Raïssi prend officiellement ses fonctions. Le président iranien va prêter serment ce jeudi devant le Parlement. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Les tests nationaux des fins d'études primaires a débuté ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. L'ego a été donné par le ministre de l'EPST Tony Mwaba à Goma dans la province du Nord Kivu où il séjourne pour superviser les travaux. On écoute un extrait de son discours choisi par Gaëtan Koubabouandi. Tout protocole observé. Je voudrais, avant de commencer cette cérémonie, rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui nous a donné son souffle de vie et par sa grâce, nous a réunis en ce jour pour le glorifier à travers les activités de lancement officiel, de passation du test national des fins d'études primaires, TENAFEP-ANSI. C'est une grâce aujourd'hui. Ensuite, je tiens à exprimer mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son avènement à la magistrature suprême, a fait de l'éducation le socle de son mandat, en mettant en avant-plan la gratuité de l'enseignement primaire, son cheval de bataille, qui se pérennise au jour le jour pour se consolider comme réalité effective et irréversible sur l'ensemble du territoire national. Enfin, je ne pourrais manquer de remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Sam Alukonde, qui a autorisé mon déplacement pour cette grande manifestation. Ceci démontre à suffisance que Kinshasa, la capitale de notre cher et beau pays, n'est pas le seul lieu de prédilection de la République démocratique du Congo. En choisissant de lancer la session 2021 de TENAFEP à Goma, la volonté est de partager les souffrances endurées, les sacrifices consentis par nos populations qui ont connu les innombrables privations consécutives aux effets néfastes de l'éruption volcanique de Nyiragongo il y a quelques mois, que de pertes en vies humaines, de destruction d'infrastructures. Décès de l'étudiant congolais en Inde, le gouvernement de la République veut voir clair. C'est dans cette optique que le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a convoqué l'ambassadeur de la République de l'Inde en RDC hier dans son cabinet de travail pour avoir des plus amples détails sur cette tragédie. Les patrons de la diplomatie congolaise a fait savoir à son hôte que le gouvernement congolais est profondément choqué par cette disparition suspecte de son compatriote. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Inde a confirmé l'ouverture d'une enquête déjà en cours pour établir les responsabilités. Et pour sa part, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila, a, via un communiqué parvenu à notre rédaction, appelé les Kinois au calme et les expatriés qui exercent leurs activités dans la ville d'y vaquer librement. La ville de Kinshasa dit suivre de près l'évolution de la situation après la mort de Joël Shindani en s'impliquant pour que justice soit faite et ce après les actes de pillage enregistrés le mercredi dans la capitale en protestation à ce meurtre. Les habitants de Kinshasa s'en sont pris aux biens et boutiques des expatriés indiens évoluant dans la capitale pour manifester contre le énième massacre d'un Congolais en Inde. Face à cet incident, le gouverneur de la ville a appelé les Kinois au calme
calme après les assurances de l'ambassadeur de l'Inde à Kinshasa auprès du vice-premier ministre des Affaires étrangères sur l'ouverture des enquêtes à Bangalore. Dans son communiqué, l'exécutif provincial ne veut pas que ces incidents ternissent l'image sociable et affable de Kinshasa. Kinshasa est réputé pour son hospitalité légendaire et son activité qui font d'elle le centre le plus important des activités, tant économiques que touristiques de la RDC, écrit-il dans un communiqué avant de condamner ces actes et d'assurer que les poursuites seront engagées contre les auteurs reconnus. Les expatriés sont appelés à vaquer librement à leurs activités. La police assurera désormais la protection sans faille de leurs biens. C'est le mardi 2 août que le jeune étudiant de 27 ans était décédé dans un poste de police dans la ville de Bangalore après avoir subi quelques sévices lors de son interpellation. Des mouvements de protestation avaient aussitôt été enclenchés en Inde entre la communauté africaine et la police. Pour la 6e fois, des Koulouna, entendez par cette expression des bandits, des grands schémas, vont prendre un vol direction Kanyama-Kassese dans les sud-est du pays pour la formation et la transformation avant d'intégrer les services nationaux. Le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, Sylvano Kassongo, les a présentés au gouverneur de la ville avant de les mettre à la disposition du commandant des services nationaux, Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Au total, 750 Koulouna qui ont terrorisé Kinshasa avant leur arrestation ont été présentés au gouverneur de la ville. C'est encore une grande joie aujourd'hui pour moi de me retrouver ici en cet endroit et voir comment est-ce que notre police à nous continue à opérer de merveilles. Parmi eux, des repris de la première vague qui s'étaient évadés et les commandants des services nationaux, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, apportent la lumière sur leur cas. Les gens veulent en faire un peu comme du sensationnel. Mais vous savez, dans chaque groupe où les gens sont formés, même ceux qui y vont volontairement, surtout lorsqu'il s'agit d'une formation militaire, policière ou paramilitaire, même ceux qui y vont volontairement, il y en a toujours qui arrivent plus à supporter les conditions, qui pensent que c'est toujours mieux de revenir à la vie ancienne. Nous parlons de 2 sur combien? Sur 1800, cela représente combien de pourcents? Ce n'est même pas 0,01%. Pourquoi on doit s'en inquiéter? Sur 1800, parce que vous vous rappelez, ça fait 6 vagues qui sont parties, 1800 qui sont 5 vagues qui sont parties, c'est plus ou moins 1800, mais il n'y a que 2 qu'on retrouve à Kinshasa. Pourquoi ça va nous inquiéter? Sylvano Kassongo lance ici un message à la population quinoise et surtout aux parents afin de prévenir leurs enfants, car cette opération est loin de finir dans la capitale congolaise. La population risque de l'État qu'on on continue à traquer quartier, surtout dans le quartier périphérique. Après ces groupes qui va prendre l'avion dès ce jeudi à l'aéroport international d'Indili, un autre convoi est prévu au cours de la semaine prochaine. Les commandants des services nationaux annoncent d'autres mesures non encore révélées, toujours pour lutter contre la criminalité à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Ça, les organisations de défense des droits de l'homme et même certains milieux politiques s'étaient agités pour dire qu'ils n'avaient pas confiance en ce que les services nationaux avaient fait. Mais aujourd'hui, quel est le bilan? Il est largement positif. Nos enfants, parce qu'il s'agit de nos enfants, sont en train d'être encadrés. Les résultats sont positifs. Ils ont été encadrés convenablement. Du point de vue encadrement civique et patriotique, les résultats sont faramineux, sont fabuleux. Et là, nous allons passer dans la prochaine phase de la professionnalisation. Vos jeunes qui sont partis ici, que vous étiez en train d'appeler Koulouna, n'acceptent même plus ces termes de Koulouna lorsque vous les appelez comme ça SNR. Ils veulent qu'on les appelle bâtisseurs. Ils sont devenus des modèles. Dans l'actualité également, le ministre des Droits humains est en mission au Nord Kivu. Fabrice Pouela devra visiter les maisons carcérales pour s'imprégner des conditions de vie des prisonniers
en cette période de l'état de siège. Martial Bindelo signe ses reportages. Le ministre des Droits humains séjourne au Nord Kivu en vue de s'imprégner de l'état des lieux sur la situation des droits de l'homme en cette période de l'état de siège. À son arrivée en ville de Béni, où il a été accueilli par le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima, le ministre Fabrice Puela a procédé à l'ouverture de l'atelier sur les droits de l'homme organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en faveur des membres des organisations de défense des droits de l'homme et animateurs de la société civile. Nous avons un merveilleux pays que nous devons aimer, que nous devons chérir, pour lequel nous devons travailler pour qu'il se développe. Mais il n'y aura pas de développement sans paix. Et le chef de l'État s'en était rendu compte. Nous l'avions dit tout à l'heure, la simple évocation du nom de Béni pour les communs des mortels fait tressaillir, fait penser à cette ville où on peut s'entretuer comme on veut, dans l'impunité totale. Cette ville où on peut massacrer, où on peut tout faire, où le Congolais est laissé pour compte, où il n'y a plus d'autorité. Le chef de l'État a tapé la main sur la table en disant que non, trop c'est trop. Ses compatriotes ne doivent plus continuer à vivre dans l'insécurité. Ainsi a-t-il proclamé justement cet état de siège le 6 mai. Mais l'état de siège n'est pas un alibi pour laisser libre cours à des violations des droits humains. Les droits humains sont sacrés. Les droits humains doivent être protégés. Les droits humains sont rattachés à la personne humaine, où que l'on soit. La présence du ministre des tutelles dans ces assises de 2 jours est une satisfaction pour les participants qui estiment que tous les malentendus entre l'État congolais et les défenseurs des droits de l'homme devraient être dissipés. La plupart des fois, quand la partie étatique peut poser des actes et que les activistes des droits de l'homme peuvent se mettre au créneau pour les dénoncer, il y a toujours des couacs. Alors, on est en train de nous rappeler sur les généralités des droits humains, le pourquoi de l'état des sièges. La présence du ministre, personnellement, me réjouit beaucoup parce que ça valait vraiment la peine que nous, comme acteurs de la société civile, nous soyons en face de l'autorité compétente, essayer un peu de l'écouter et essayer un peu d'échanger avec lui. Pendant son séjour au Nord Kivu, le ministre des Droits humains va également visiter les maisons carcérales pour se rendre compte personnellement des conditions de vie des prisonniers qui, étant humains, ont également des droits. Son agenda prévoit également des rencontres avec les autorités militaires et judiciaires, ainsi que les responsables de la MONUSCO, des échanges qui devraient tourner autour de la question des droits de l'homme dans ce coin du pays, pendant cette période exceptionnelle de l'état de siège. Un constat non habituel est sur les 2 grandes rivières de la province du Kasaï, dont celle qui porte le même nom que la province et celle dénommée rivière Chikapa. Il y a plus de 72 heures que les eaux de ces rivières ont changé de couleur au grand étonnement des habitants des localités environnantes. En conséquence, les poissons émergent et flottent, tués par la forte coloration de ces eaux. Nous sommes justement en ligne avec Samuel Mabondo, journaliste à la radio La Voix du Kasaï. Alors Samuel, que se passe-t-il pour que l'eau change de coloration d'emblée, entraînant ainsi la mort des poissons? C'est depuis dimanche 1er août 2021. Il s'observe un phénomène étrange dans les eaux de la rivière Chikapa. En fait, l'eau a pris la couleur rougeâtre et des poissons morts flottent sur les eaux. Mais la population se pose la question de savoir c'est quoi ce phénomène. Donc, pour en savoir plus sur ce phénomène, il faut d'abord situer en amont cette situation. Car ceux qui ont vécu dans la ville de Chikapa aujourd'hui et sur la rivière qui porte le même nom ne sont que des conséquences qui viennent d'amont. De toute évidence, la rivière Chikapa tire sa source en Angola, dans la province de Lunda Nord. Il semble que ce phénomène n'est pas du tout nouveau, car il a été déjà observé une fois dans le passé. Donc cette fois-là, il s'agissait d'une usine d'exploitation des diamants de l'Angola qui aurait ici déversé un produit chimique toxique qui avait ici entraîné ce changement remarquable. Alors pour cette fois-ci, il serait trop spécial de dire avec précision ce qui se passe dans la rivière Chikapa. Pour ce fait, le gouvernement provincial du Kasaï vient de dépêcher une commission mixte des experts du ministère de Pêche, Élevage, Environnement, Mines et Énergie. Elle voit ici se déployer jusqu'au village Kandiash, à la frontière entre l'Angola et la République démocratique du Congo par la province du Kasaï, afin de connaître la cause de la coloration des eaux et de la mort des poissons sur la rivière Chikapa. Et pour terminer, qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement? En attendant donc les résultats de cette équipe d'enquête,
le gouvernement provincial a pris certaines mesures préventives pour protéger sa population. Entre autres ici, la population de Chikapa est appelée à s'abstenir de consommer les poissons morts car on ne sait pas encore s'il s'agit d'un produit chimique déversé qui aurait des effets nocifs sur la vie humaine. Et autre mesure, c'est par exemple, la population doit également s'abstenir de boire et d'utiliser cette eau pour d'autres besoins domestiques. Et la troisième mesure pour confirmer cette situation, c'est ici que la régie des eaux Chikapa est chargée de prélever des échantillons pour faire les analyses préliminaires de cette eau. Voilà pourquoi le gouvernement provincial du Kasaï sollicite une intervention d'urgence auprès d'ailleurs du gouvernement central et de la communauté internationale pour envoyer des experts afin de déterminer avec précision la cause de ces phénomènes, combattre aussi ses conséquences et comment le prévenir dans l'avenir, car la province du Kasaï ne dispose pas encore de laboratoires techniques appropriés pour ces genres d'investigation. Mais selon ici la source des habitants de long de cette rivière Chikapa, ils disent que ce sont des dragues d'une société qui extrait les diamants en Angola, qui déverse le sable ou la terre rouge, jaune dans la rivière Chikapa, ce qui transforme cette rivière en couleur rougeâtre, ce qui ne permet pas ainsi aux poissons de bien respirer et ce qui cause d'ailleurs leur mort. Donc on attend juste là les enquêtes de l'équipe diligentée par le gouvernement provincial pour tirer des conséquences. Merci Samuel Mabondo. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio La Voix du Kasaï. Dans le reste de l'actualité, les derniers sauts de moutons restés en chantier sur l'avenue des Libérations a été inauguré hier mercredi par le ministre d'État aux ITP, Alexis Gisaro, un motif de soulagement du côté des usagers bloqués depuis longtemps dans les embouteillages. Situé au croisement des avenues Libération et Sergent Moquet, long de 333 mètres, ce saut des moutons mettra fin au calvaire dû aux embouteillages observés ces derniers temps à cet endroit. Mais d'après l'évaluation à la fin de ces travaux, il reste encore un travail connexe pour gérer les contours des rames au niveau de la jonction de deux voies. Quelque chose qu'on va faire à partir de demain, c'est qu'au bout de la rampe, pour éviter que les gens puissent tourner tout près de la rampe, avec ceux qui vont sortir, ça pourra causer des accidents. De demain, l'entreprise Safricas va positionner les séparateurs de 45 cm d'auteur de part et d'autre. Construit avec un objectif précis, celui de désengorger la capitale en évitant les embouteillages, le comportement des usagers reste au cœur du débat. Le ministère de l'Infrastructure, tonalité, nous avons un souci à retourner Moka dans le secteur de l'infrastructure. Ouvrage, ouvrage na bino. Donc, c'est-à-dire que nous avons gérer un bon père de famille. Ce comportement dont déplore déjà dans certains endroits, par exemple à l'est de la capitale, où chaque jour qui passe, l'on ne manque pas de voir les embouteillages, que la population se demande si réellement ces ouvrages ont atteint leurs objectifs. D'où il est impérieux d'accompagner ces réalisations avec la sensibilisation des conducteurs, afin de répondre efficacement aux attentes de la population qui veut voir le changement en RDC. Le nouveau président iranien ultra-conservateur Ebrahim Raïssi va prêter serment ce jeudi devant le Parlement, auquel il devra présenter ses candidats pour les postes ministériels, un mandat de 4 ans qui fait face à plusieurs défis économiques, sociaux et diplomatiques. Vainqueur de la présidentielle de juin dernier, le nouvel homme fort du régime iranien Ebrahim Raïssi prête serment ce jeudi devant le Parlement, auquel il devra présenter ses candidats pour les postes ministériels. C'est depuis mardi qu'il a entamé officiellement son mandat, et ce après l'approbation de son élection par le guide suprême Ali Khamenei. Âgé de 60 ans, l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi, qui succède à Hassan Rouhani, prend le pays avec plusieurs défis à relever, notamment les sanctions économiques imposées par les États-Unis contre Téhéran suite à l'accord sur les nucléaires iraniens dont les Américains se sont retirés en 2018. Depuis, le pays est
plongé dans une violente crise économique et sociale. En outre, les relations avec Israël qui se retrouve en plein milieu d'une escalade des tensions d'où l'État hébreu accuse l'Iran d'être impliqué dans une attaque des drones sur une entreprise pétrolière appartenant à un milliardaire israélite dans la mer d'Oman la semaine dernière. Il devra enfin affronter la plus grave sécheresse que son pays connaît depuis des décennies avec les coupures d'eau successives qui alimentent la colère des Iraniens, dénonçant un système de distribution inéquitable dû à la corruption. Les clubs de la Vodacom Ligue 1 s'apprêtent pour se lancer à la saison qui pointe à l'horizon. Bien avant, ils sont obligés de passer en revue la saison 2020-2021. Hier, c'était le tour du FC Renaissance du Congo qui a organisé son assemblée générale ordinaire. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, un seul point a été à l'ordre du jour, les rapports de la saison 2020-2021 qui a été adopté moyennant quelques amendements. Cette assemblée n'a qu'un seul point à l'ordre du jour, c'est le rapport du fonctionnement du club depuis la première journée jusqu'à la dernière journée. C'était en présence du représentant de la Ligue nationale de football et celui de la direction des activités physiques et sportives que le club Orange de Kinshasa s'est réuni pour évaluer son parcours en Ligue 1 durant la saison 2020-2021. Sans se voiler la face, le club qui a fini 9e en Ligue nationale de football et éliminé au premier tour de la Coupe du Congo reconnaît que son bilan lors de cette dernière saison a été négatif et promet de se battre pour atteindre ses objectifs lors de la saison qui pointe à l'horizon. Tout s'est bien passé. Chacun qui avait un point à redire sur ce que nous avons adopté a eu aussi à le faire. Donc, je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit. Mais disons que c'est un bon climat où je constate que tout le monde est habité par le souci de pouvoir voir Renaissance aller de l'avant. Selon le rapport financier, les recettes ont été évaluées à 504 135 $ pour l'exercice 2020-2021 et tout cet argent a été dépensé. Le Football Club Renaissance du Congo revoit ses ambitions à la hausse pour la saison 2021-2022 et le club a fixé son budget à hauteur d'1 600 000 $. Avant les débuts de la nouvelle saison, le club va tenir son assemblée générale extraordinaire et élective pour élire un nouveau comité en remplacement de celui de l'évêque Pascal Mukuna qui est fin mandat. Place au rappel des titres. Début ce jeudi des tests nationaux des fins d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Le go a été donné par le ministre de l'EPST Tony Mwaba à Goma dans la province du Nord Kivu. Décès de l'étudiant congolais Joël Shindani en Inde, l'ambassadeur indien en République démocratique du Congo annonce l'ouverture d'une enquête quant à ce. En attendant le résultat des enquêtes, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila, appelle les Kinois au calme. En Iran, c'est aujourd'hui qu'Ebrahim Raïssi prend officiellement ses fonctions. Le président iranien va prêter serment ce jeudi devant le Parlement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.